Merci à tous d'être venus, merci aux organisateurs. On a passé une semaine formidable, je suis très content d'y avoir participé. Alors on va parler de psychologie cognitive expérimentale aujourd'hui. Et vous allez voir qu'avec très peu de moyens, de simples listes de mots, on peut étudier toutes sortes de choses extraordinaires, et qu'on peut en arriver à des lois scientifiques extrêmement sérieuses, notamment une qui supplante tout en psychologie. Ça dépend. Voilà. Je le dis en plaisantant. On va voir, il est un petit peu plus compliqué quand même. Alors, la mémoire a beaucoup de faiblesses, alors on en répertorie 7. En général, elle est transitoire, parce qu'elle s'efface très vite, on va revenir là-dessus. Hein. Un enfant pleure parce que sa maman est partie, vous sortez un joli nounours, et ça y est, il a déjà oublié. Elle est persistante. Ça pose problème dans le stress post-traumatique. Parce qu'on ne peut plus oublier un événement qu'on souhaiterait oublier. Elle est sujette à l'inattention. Quand vous allez voir un film, vous passez trop vite devant l'affiche, vous ne faites pas l'effort de vous remémorer les acteurs, dans quel film ils ont joué précédemment, etc. Ce qui fait que, en fait, c'est pas que vous oubliez les choses, c'est que vous ne portez pas attention aux choses au moment où il faut porter attention aux choses. La mémoire, elle est suggestible, on va l'étudier, on peut la modifier en manipulant les participants. Elle est reconstruite, ça c'est la chose la plus compliquée à comprendre aujourd'hui. On va y revenir, elle est parfois inaccessible, ça c'est le mot au bout de la langue, elle est parfois déconnectée de sa source, ça peut aussi poser problème si vous avez une idée géniale, vous voulez déposer un brevet, vous le faites et vous oubliez que c'est votre ami qui vous avait insufflé l'idée 1 an auparavant, à un repas, vous n'auriez pas été convaincu à l'époque, et vous avez complètement perdu l'origine de cette idée, c'est très souvent le cas pour les connaissances. On a des connaissances, comme on sait ce que c'est qu'une table, on ne sait plus où on l'a pris, on ne sait plus qui nous l'a pris, etc. Il y a beaucoup d'atouts dans cette mémoire, parce que l'oubli est une caractéristique normale de la mémoire. Déjà, elle nous offre une identité, on ne change pas comme ça radicalement d'année en année. Elle est très économique, elle nous permet de former des abstractions. Alors, vous ne retenez pas tous les éléphants que vous avez vus. Ça serait le cas d'un hypermnésique qui retient tout et qui ne forme finalement pas de connaissance de ce qu'il voit. On retient un concept d'éléphant qui est extrêmement simple. Ça nous permet d'être multitâches, on peut penser à plusieurs choses à la fois. La mémoire est très fiable, on peut retenir des milliers d'objets, on est très fort pour retenir des visages. Et la mémoire, on s'en plaint souvent parce qu'elle pose problème sur le plan rétrospectif, on voudrait se souvenir de choses anciennes. Mais en fait, on a l'esprit tourné vers le futur, on pense à notre futur, on est obsédé par le futur. Si vous avez décidé de repeindre une pièce en bleu, vous n'allez pas oublier ça. Si vous avez décidé que vous achetez une Ferrari, vous allez penser qu'à ça. Vous avez les fonds, vous avez décidé quel modèle. Vous allez quand même pas revenir avec une Rolls-Royce à la maison. Ça paraîtrait un petit peu bizarre. Ça n'arrive jamais, ça. On se tient à nos plans. En général, on a une très bonne mémoire du futur. Cette mémoire est très rapide, elle est organisée. Alors, on va commencer avec un plan. On va voir la mémoire à court terme, qui est la plus fondamentale parce qu'elle est prédictive de tout le reste finalement. C'est notre espace de travail, c'est des choses qu'on peut penser de manière simultanée, donc c'est la plus importante. On va voir des aspects développementaux également, c'est-à-dire l'évolution de la mémoire avec l'âge. On va voir ce que c'est que la mémoire à long terme, ses capacités également. Et on terminera par l'entraînement de la mémoire et les mémoires exceptionnelles et les champions du monde de la mémoire. Alors, la mémoire à court terme, une petite question, pourquoi s'efface-t-elle si rapidement? Alors, une expérimentation très ancienne qui fonctionne toujours, qui consiste à étudier le déclin de l'information, c'est de présenter 3 lettres, pas plus, et ensuite on présente un nombre, on demande aux participants de compter à rebours de 3 en 3. C'est difficile à faire. Quand vous le faites, vous ne pouvez plus penser aux 3 lettres, d'accord? Alors on va le faire. Je vais vous présenter S, H, J, et je vous demande de compter de 3 en 3 en arrière, dans votre tête, depuis 480, 478, 475. Les résultats, les voici. Donc, quand 15 à 18 secondes sont passées, il ne reste plus rien de votre mémoire. Mais un chiffre beaucoup plus impressionnant, c'est qu'au bout de 3 secondes, on a effacé la moitié de notre mémoire. Il reste à peu près 1 ou 2 lettres. Est-ce que vous vous souvenez des 3 lettres? S, H, J. C'est pas une très belle démonstration, parce que vous avez tous retenu les 3 lettres. Voilà, et il a fallu quand même 4 ans aux chercheurs pour réaliser qu'en fait ils avaient moyenné tous les résultats. Et parfois les moyennes sont très trompeuses. En fait, au premier essai,
dire que c'est l'interprétation de ces résultats, c'est que l'oubli est dû à un effacement progressif de la mémoire, spontané avec le temps. Alors au premier essai, c'est la courbe en rouge au-dessus. Effectivement, si on regarde le premier essai, il n'y a aucun oubli. Donc le temps n'explique pas l'effacement de la mémoire. Au second essai, finalement, on a une courbe qui commence à descendre. Au troisième essai, ça descend encore plus. Et quand on moyenne tout, on a la courbe finale. Ça veut dire que les gens s'embrouillent. Quand on leur donne un essai de 3 lettres, on leur donne ensuite 3 autres lettres. Et ensuite 3 autres lettres. Ils commencent à les confondre les unes les autres. Et ce processus-là, c'est l'interférence. Par analogie avec la chimie, on va dire que la rouille apparaît avec le temps, mais le temps n'est pas la cause de la rouille. La cause, c'est l'oxydation. Alors, pour la mémoire, la cause, c'est l'interférence. Le temps, en fait, agit très peu. Quand vous oubliez une place de parking, c'est pas parce qu'elle disparaît de votre esprit, c'est parce que vous la confondez avec toutes les autres que vous avez pu rencontrer. Alors, ça a été étudié un peu plus précisément, en montrant que l'interférence s'accumule avec le temps. On va utiliser la même tâche, on va détailler cette fois-ci le pourcentage correct en fonction des essais, mais on va varier la nature du matériel. On va présenter pour la plupart que des fruits, donc qui vont avoir tendance à se mélanger, les participants, et puis à la fin, on va présenter à des groupes soit des fleurs, soit des viandes, soit des professions. Alors, premier essai, raisin, pêche, pomme, on compte à rebours, depuis 436, pendant un certain nombre de secondes, et on va rappeler. Second essai, encore des fruits, orange, poire, kiwi. Troisième essai, melon, cerise, mirabelle. Et au quatrième essai, pour certains, on va leur présenter une profession. Alors les résultats sont ici. Effectivement, aux 3 premiers essais, ça baisse pour tout le monde parce que tout le monde a vu des fruits. Au quatrième essai, ça baisse encore quand c'est des fruits. Donc vous voyez, quand il y a une proximité là, sémantique, c'est-à-dire que quand c'est des légumes, on confond quand même encore un petit peu. Les viandes un peu moins, puis les professions plus du tout. On est revenu finalement au point de départ. Alors, on a quelques équations, on a des modèles très précis, c'est ça pour freiner ça quand même, quand on sort des équations. Pour vous montrer en fait que ces modèles de l'interférence sont extrêmement puissants parce qu'ils expliquent beaucoup de choses. Je ne vais pas détailler, mais par exemple, ils sont capables de prédire des résultats complètement différents. On va faire un petit zoom sur la première. Ici, on présente des choses, alors des mots par exemple, et on commence à les espacer de plus en plus pour qu'ils soient mieux discriminés. Mais le rappel est bien meilleur pour les derniers. Donc vous voyez que là, le temps n'explique pas, parce que si on propose un mot ici bien espacé des autres, et ensuite ça s'accélère, c'est les premiers mots qui sont retenus. Et si on espace un mot au milieu, c'est celui du milieu qui est le plus retenu. Et le temps n'explique rien de tout ça. Ça marche même à long terme. Quand on demande aux personnes de retrouver les titres de romans de Harry Potter, ils retiennent bien que le premier titre correspond au premier roman, et ça commence à être de plus en plus confus pour le deuxième, le troisième, le quatrième. Ça remonte un peu pour le cinquième, le sixième, et on est très fort pour le dernier. Donc il y a une courbe qui est parfaitement prédite par ces modèles. Première conclusion donc. Si vous avez bien compris, si c'est pas un effacement spontané qui cause l'oubli, ça ne sert à rien de répéter comme ça les choses pour tenter de s'en souvenir. Il faut plutôt lutter contre le mécanisme responsable, c'est l'interférence. Pour lutter contre l'interférence, il faut enrichir ce qu'on souhaite enregistrer, en étant bien précis sur ce qu'on souhaite retenir. Petit problème pour vous, c'est que l'interférence, en plus, est un processus complexe qui marche de 2 façons. Il y a l'interférence proactive et l'interférence rétroactive. Rétroactive, on pense à rétropédalage, en arrière. L'interférence proactive, c'est l'information que vous avez apprise dans le passé qui va interférer sur des choses futures. D'accord? Ce que vous avez appris dans le passé va vous gêner pour ce que vous tentez d'apprendre après. L'interférence rétroactive, c'est l'information maintenant qui va avoir tendance à effacer ou interférer des choses passées. Ok? On va prendre un petit exemple. Je vous présente ma nièce, Ariane. Pas facile à prononcer, c'est mal parti. Problème supplémentaire, elle a une jumelle qui s'appelle Belham. Les parents ont la bonne idée d'utiliser des anagrammes. Ça va pas nous faciliter la tâche. Mais les 2 processus qui sont en jeu ici, c'est que le premier prénom va vous gêner pour retenir le deuxième. Et quand vous apprenez le deuxième, ça gêne aussi pour
pour retenir le premier. Ça va dans les deux sens. Alors, on va voir ce qu'on peut retenir en l'espace de quelques secondes. On a vu qu'il y avait des croissances qui étaient très rapides quand on perturbe avec un comptage à rebours. Mais cette fois-ci, on ne va pas perturber les performances. On va juste utiliser un matériel très simple, des listes de mots, de chiffres, avec une longueur progressive, parce qu'on ne veut pas que les gens se trompent. Alors, on essaie avec 2 lettres. Si ça marche, on essaie avec 3 lettres. Si ça ne marche pas, 4, on arrête. On demande un rappel ordonné. Si je vous dis 5, 8, 2, il faut me rappeler 5, 8, 2. Alors, on va présenter par exemple B, F, puis ça marche, on continue avec J, P, R, etc. Résultat très classique, 7 choses. On peut retenir environ 7 mots, 7 chiffres, 7 lettres, avec des différences interindividuelles qui vont de 5 à 9. Ceux qui ont une mémoire très faible retiennent 5 éléments de manière simultanée. Ceux qui ont une très bonne mémoire, 9, mais en moyenne, la plupart des gens, c'est 7. C'est une mesure extrêmement robuste. C'est une mesure qui n'a absolument pas évolué depuis 1920. C'est très intéressant parce que c'est une mesure qui corrèle très très bien avec l'intelligence. C'est le meilleur prédicteur de l'intelligence. Alors je vous explique brièvement pourquoi. La vitesse mentale, c'est un très bon prédicteur. La vitesse mentale va prédire la mémoire et ses capacités. Parce que si vous êtes rapide, vous pouvez balayer rapidement tous les éléments que vous avez en mémoire. Donc pour un même espace, vous pouvez en mettre plus. Et si vous pouvez mettre beaucoup de choses dans votre mémoire, vous pouvez mieux raisonner pour établir des connexions, donc vous allez avoir tendance à bien réussir les tests d'intelligence. Et puis ça va aussi contribuer à votre mémoire à long terme, parce que vous allez avoir une mémoire qui sera plus structurée et plus solide, vous allez retenir plus de choses. L'intelligence évolue depuis 1901 de façon très régulière. Les enfants réussissent de mieux en mieux les tests d'intelligence. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents. Ils les réussissent mieux. En quelque sorte, ils sont plus malins. Mais quand on prend les normes de 1950, tous nos enfants actuels sont surtout, et si on prend les normes des années 2000 avec des personnes qui ont passé les tests dans les années 50, la moitié des personnes sont atteintes de retard mental. Donc, le quotient intellectuel est une mesure qui pose problème, mais pas la mesure de la mémoire de travail. Une mesure plus actuelle, quand même, parce qu'on ne s'en est pas tenu quand même à des listes de chiffres et de lettres, sont des présentations comme ça très rapides de séquences de carrés colorés. Et si vous avez bien perçu ça, en l'espace de 200 ou 300 millisecondes, vous allez être capable de me dire si la couleur que nous avons encadrée ici est la bonne. D'accord ? Alors, il y a un résultat très important pour toutes ces nouvelles tâches, c'est le chiffre 4. 7, ça fonctionne pour du matériel avec lequel on est un petit peu habitué, mais la vraie mesure, c'est 4. Et là, à 4, on a un bon rappel, et après, ça décline. Alors, je vais vous montrer une tâche qui ressemble un petit peu, et pour vous, en général, quand je la présente, ce n'est pas une tâche de mémoire, mais c'est véritablement une tâche de mémoire que vous allez faire, parce que pour maintenir à l'esprit 4 choses de manière simultanée et mettre à jour l'information, pour que vous soyez capable de penser 4 choses en même temps, sans perdre de vue une seule information, donc c'est une tâche de mémoire. Ça va être une tâche de poursuite visuelle. Je vais vous montrer 4 objets, et il va falloir les suivre du regard, d'accord ? Ces 4 objets vont clignoter, comme ça, d'accord ? Vous les voyez ? Vous les avez vus ? Il va falloir les suivre. Ça va durer que 5-10 secondes, d'accord ? Alors c'est parti. En général, vous réussissez. On va voir quelques aspects développementaux. C'est très intéressant. Avec une question qu'on pourrait poser qui est: est-ce que les connaissances augmentent avec l'âge? Alors je l'ai barré cette question, c'est pas intéressante. Évidemment, plus on a d'expérience, plus on va acquérir des connaissances. C'est pas ça qu'on veut savoir, c'est la capacité de la mémoire. C'est la capacité à engranger des connaissances. Est-ce que cette capacité-là augmente avec l'âge? Et on peut s'intéresser tout d'abord au bébé. Très intéressant parce que ici, on leur met une petite ficelle au pied avec un pendule et on enlève le pendule pendant quelques semaines et on regarde combien de semaines on peut leur enlever le pendule sans qu'il l'oublie. On a une augmentation linéaire avec l'âge, du nombre de semaines qu'ils peuvent attendre pour reconnaître le pendule. Alors quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle le contexte. Pour que ça marche, il faut que le bébé se rende sa même lit, dans sa chambre, et avec le même pendule. Dès que vous changez quelque chose, ça va plus.
Alors ça c'est très intéressant parce qu'on peut le mettre en rapport avec l'amnésie infantile. On ne se souvient rien de notre naissance, on se plaint souvent de notre enfance, de 0 à 2 ans, on se plaint souvent des faibles capacités de mémoire, mais qui aurait envie de se souvenir parfois de certaines choses qu'on a vécues. On se demande parfois. Alors, parce qu'il y a des choses qui sont très dures quand on a un bébé, donc on n'a pas forcément envie de se souvenir de cette période. Et puis, il y a une absence donc qui est quasi totale de souvenirs et qui est anormale de 2 à 5 ans. Ça s'explique par les faibles capacités du langage. Et ça s'explique aussi par les effets de contexte. Parce que, comme je vous ai dit, ce bébé-là, il ne reconnaît plus rien dès qu'on change un petit peu son contexte. Alors, on pourrait faire l'expérience de vous replacer dans votre berceau, dans votre chambre, 20 ou 30 ans ou 40 ans plus tard, avec le même mobile, et peut-être que là vous vous souviendriez quand même. Ce pas des expériences qu'on fait, c'est un peu cher comme expérience. Alors, pour la capacité, concernant les chiffres et les lettres, qui est assez simple, elle se développe progressivement. 3 ans on retient une chose, 5 ans on retient 2 choses, 7 ans 3 choses, etc. Jusqu'à l'âge de l'adolescence, 15-20 ans, on va se stabiliser à 7. On pourrait croire que c'est une moyenne qui est assez serrée, mais elle ne l'est pas du tout. On va s'intéresser aux différences interindividuelles. Regardez ces enfants de 6 ans. Leur score varie beaucoup. Entre 70 et 110, il y a 3 mesures ici qui sont prises de la mémoire. Une mesure verbale, une mesure visio-spatiale, une mesure de vitesse mentale. On a fait à peu près une moyenne. On les met sur le même plan. On va s'intéresser à quelques enfants ici qui ont la mémoire la plus élevée. Et on va tirer un trait orange vers la droite là, pour aller voir à quelle mémoire correspond leur performance chez les enfants de 13 ans. Là, on trouve des enfants de 13 ans ici. Ça veut dire, en sens contraire, qu'il y a des enfants de 13 ans qui ont une faible mémoire, qui ont la mémoire d'un enfant de 6 ans qui a une bonne mémoire. Donc quand les professeurs ont l'impression que leurs enfants sont immatures, c'est un petit peu vrai, parce que sur le plan de la mémoire, ils ont des faibles capacités, certains. Alors, cette prédiction par l'âge, elle est à modérer quand même, parce que regardez, l'âge va complètement disparaître. Là, on a une prédiction très très précise de l'empamnésique, c'est-à-dire du nombre de mots rappelés pour les personnes, en fonction de la vitesse d'articulation. Plus on parle vite, vous avez parlé de la vitesse tout à l'heure, meilleure est la mémoire. Mais regardez sur cette droite-là, vous avez tout le monde, vous avez des enfants, des adultes. Ça veut dire qu'un enfant qui parle vite a la même mémoire qu'un adulte qui parle lentement. Donc c'est plutôt la vitesse mentale qui explique les choses, et pas vraiment l'âge. Simplement, les enfants parlent assez lentement, c'est une question de maturation cérébrale, et donc ils ont des difficultés à mémoriser beaucoup de choses. On va regarder les aspects involutifs maintenant. Alors on repart de cette fameuse moyenne à 7, je vous ai un petit peu menti, pour être précis, 6,5. Mais on a bien les chiffres ronds pour faire des conférences. Alors, à 20 ans, ici, prédiction, 75-80 ans, 5,5, 6. Bon, il y a une évolution qui est régulière, mais c'est quand même pas gravissime de perdre un élément de mémoire, c'est pas pour ça qu'on devient sénile. Alors, il faut bien comprendre, là j'ai mis bien un extrait d'article récent, dont le titre est Le mythe du déclin cognitif, qui explique bien que finalement, notre expérience devient de plus en plus complexe avec l'âge. Donc, par exemple, on connaît beaucoup plus de monde que quand on a 6 ans, donc c'est difficile de retrouver des nombres. On a une expérience qui aussi ralentit la recherche, parce que quand on a un dictionnaire de noms, de visages, etc., c'est plus difficile pour nous. Et donc, cette involution, elle est largement compensée aussi par l'expertise, puisque l'expérience nous donne une expertise. Par exemple, les dactylos qui sont plus âgés sont plus lentes, ils ont moins de bonne mémoire, mais leur expertise va permettre d'être aussi rapide que les jeunes. Même chose pour la lecture. On est peut-être un petit peu plus lent si on est un petit peu plus âgé, on a moins de mémoire, on voit moins de choses de manière simultanée, mais on lit bien mieux. Les programmeurs aussi, c'est très connu. Un jeune programmeur va programmer une semaine, un bon programme, il va débugger pendant 3 semaines. Programmeur expérimenté, il va programmer en 2 semaines, tranquillement, il va débugger pendant 1 semaine, il va partir en vacances 1 semaine. Alors, on va s'intéresser à la mémoire à long terme maintenant. Alors, une question que j'entends souvent, qui est très très bizarre, c'est est-ce qu'on utilise 5% de son cerveau? Alors, un petit peu grotte,
presque cette question. Parce qu'on a l'impression qu'on peut être jazzman, neurologue, grand maître aux échecs. Voilà. Donc, en conclusion, on n'utilise que 5% du cerveau. Mais le temps fait qu'on ne peut pas tout faire. De toute façon, on va passer à l'autre question et on va s'interroger plutôt aux caractéristiques de la mémoire à long terme. Alors, premièrement, cette mémoire à long terme, elle est inscrite sur le plan émotionnel. Si vous vivez quelque chose d'émotionnel, vous allez vous souvenir. Vous vous souvenez quand on vous a annoncé un attentat, où vous étiez, qui vous l'a dit. Vous vous souvenez de choses. En fonction de l'âge aussi, ça varie. Regardez ces collines. C'est pas une courbe habituelle, ça, c'est pas une courbe linéaire. Ce qu'on a à 18 ans, là, c'est un nombre de souvenirs qui sont vifs, qui est beaucoup plus élevé. Alors je suppose que quand on est jeune comme ça, on vit des choses extraordinaires. Peut-être que c'est l'amour, je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là exactement, c'est une petite fête entre copains. Alors moi je suis ici, là, dans le creux de la vague, je ne ressens pas grand-chose, j'ai une coquille vide. Je ne me rappellerai pas de cette conférence, probablement, mais j'attends avec impatience mes 43 ans, ça a l'air d'être cool ici. Puis après, on verra ce qui se passe. Les capacités de rétention sont massives. Là, ces auteurs, en 2008, ont présenté 2500 objets, comme ça, en quelques secondes, 3 secondes, pendant, il fallait 3 ou 4 heures, je ne sais plus dans les détails. 2500 objets. Résultat, on vous a présenté des boules ici, vous vous en souvenez parfaitement, vous n'avez pas confondu avec des gants. On vous a présenté une télécommande, vous ne la confondez pas avec une autre, vous la reconnaissez. On vous a présenté un morceau de pain dans une boîte, il était à cet endroit-là, vous ne confondez pas le leurre ici, où le pain est à cet endroit-là. Les résultats sont à 90%, ce qui est énorme, pour ceux qui font de l'informatique. Donc, on estime la capacité d'encodage à 14 ou 18 bits d'information, et donc on peut engranger 100 000 choses dans notre esprit, 150 000, ce qui correspond à une réalité quand on prend en compte le dictionnaire de langage, le nombre de choses que l'on peut mémoriser un expert, par exemple 50 000 choses pour un expert aux échecs. Alors, on va voir aussi la décroissance de la mémoire à long terme. Tout à l'heure on parlait en secondes, cette fois-ci on parle en jours. Il y a une décroissance qui est exponentiellement décroissante, c'est-à-dire que ça descend très très vite au départ. On oublie beaucoup le premier jour. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de profs dans la salle, mais ça veut dire que les étudiants ont raison d'apprendre le jour d'avant. Il faut apprendre la veille. Bon, je dis ça en plaisantant parce qu'évidemment, il ne va pas rester grand-chose de cet apprentissage. Hein. Alors, peut-être que pour être plus précis, quand est-ce qu'il faudrait réviser pour un examen qui va avoir lieu à tel moment? Si vous avez eu le cours à tel moment, si vous voulez réviser au milieu, au moment optimal, bien sûr, vous allez réviser un petit peu la veille si vous avez le temps. Ça sera ici, c'est pas trop. Alors, les résultats, c'est que selon le jour où va arriver l'examen, ça peut être dans un an, ça va de 0 à 350 jours, vous avez une courbe qui va évoluer au moment où il faut aller revoir votre cours pour que la probabilité de rappel soit maximale. Donc vous avez une courbe là ici qui se déplace, alors c'est quand même assez compliqué de vous expliquer tout ça, mais ce que ça veut dire, c'est que finalement, plus l'examen est tardif, plus il faut faire la révision tardivement, mais pas trop quand même, sinon ça commence à redescendre. Il ne faut pas non plus oublier la première fois que vous avez fait le cours. Ça c'est compliqué, c'est pour ça que je vous disais un petit peu plaisantant que notre loi, ça dépend. Parce que ici, finalement, on ne peut pas dire quand est-ce qu'il faut réviser exactement un examen. Ça va dépendre de combien de temps vous voulez vous souvenir de quelque chose pour réussir un examen. C'est quand même assez compliqué de donner des conseils à des étudiants dans ce cadre. Alors on va quand même suivre un petit conseil, puisque je vous ai dit que ça descendait très vite, mais on va essayer de lutter contre ça de façon exponentielle. Donc il faudrait retenir quelque chose, par exemple le premier jour, le deuxième jour, le quatrième jour, le huitième jour, rafraîchir comme ça la mémoire, mais de moins en moins fréquemment. D'accord? Alors, je vous donne un petit exercice à faire à la maison. Si vous voulez avoir un mot de plus dans votre vocabulaire, si vous lisez un dictionnaire, vous n'allez pas engranger votre vocabulaire. Il faut utiliser un mot. Si vous utilisez un mot, une fois ou deux, vous allez vous en souvenir. Je vais essayer de trouver un mot que vous ne connaissez pas, ou vous le connaissez mais vous ne l'utilisez pas. D'accord? On va utiliser le mot obséquieux. Obséquieux, c'est quelqu'un qui est trop poli. Et pour que vous puissiez raconter une histoire, c'est pas trop bon peut-être, mais pour qu'on ait tous la même histoire, on va parler du boulanger, qui dit 3 fois bonjour, qui dit 3 fois merci, qui est trop poli, ça vous ennuie, vous allez raconter chez moi en rentrant
Vous ne trouvez pas que votre compagnon, votre compagne ne trouve pas que le boulanger est obséquieux. Si vraiment vous ne voulez pas oublier le mot, vous vous souvenez aussi du mot inverse, irrévérencieux. Vous pourrez comparer par exemple au boucher, qui lui est irrévérencieux. Alors si vous dites tout ça entre un et les autres, vous allez vous en souvenir. Il suffira de le dire une fois. Essayez de le replacer dans une semaine ou dans un mois, et il sera définitivement dans votre vocabulaire. Les connaissances sont relationnelles. Si je vous dis abeille, tout de suite vous allez me dire miel. Vous allez me dire ruche, puis un petit peu moins pique, puis un petit peu moins reine. Alors on pourrait faire un modèle de ça. Peut-être qu'on a un modèle des canaris, qui sont des oiseaux, qui sont des animaux, tout ça très hiérarchique. Alors nous, en psycho, on fait beaucoup de chronométrie mentale, un chronomètre, pour savoir ce que vous pensez. Et si je vous demande est-ce qu'un canari est un canari, vous me répondez en 1000 millisecondes. Si je vous demande est-ce qu'un canari est un oiseau, vous répondez en 1100 millisecondes. Est-ce qu'un canari est un animal, vous répondez en 1200 millisecondes. Est-ce qu'un canari est jaune, etc. Est-ce qu'un canari vole, est-ce qu'un canari respire. Donc ces temps-là me permettent de fabriquer votre arbre mental. Je sais que dans votre esprit, c'est organisé comme ça, en fonction de la rapidité de votre réponse, ce qui correspond exactement au modèle, ce qui est assez joli. Les souvenirs sont très contextuels aussi. Quand on fait apprendre quelque chose sous l'eau, bizarrement, les personnes vont mieux rappeler les choses sous l'eau. La liste de mots n'a rien à voir avec le fait d'être sous l'eau ou pas. Ils vont mieux rappeler les choses. Ceux qui ont pris sur la plage vont mieux rappeler sur la plage. Si vous faites apprendre une liste dans l'eau et que vous la faites rappeler sur la plage, ça ne fonctionne pas. Ces effets de contexte, vous avez tous ressenti un jour dans votre vie. Vous avez l'impression de reconnaître quelqu'un, vous ne savez plus remettre la personne. Vous êtes à Cap 3000, vous voyez quelqu'un pousser des triplés. Alors là, vraiment, ça vous rappelle rien, mais vous êtes sûr d'avoir vu cette personne. Ça vous revient, c'est le boulanger qui est. Hop, c'est que une première couche, je vais vous faire la suite. Et la couche de vernis dans un moment. Alors, première conclusion. Donc, je vous ai dit, il faut enrichir une trace mnésique, ça peut être par un contexte, etc., plutôt que de répéter, mais aussi, il faut bien retenir que cet enrichissement d'informations, il doit être personnel. Ça doit faire l'objet d'un effort soutenu. La télévision, c'est quelque chose de très riche, c'est un mode d'apprentissage qui est très passif, qui ne sollicite aucun effort. Si vous avez une émission sur Napoléon, il n'en restera rien, c'est certain. Ça, c'est un graphique de Minard de 1869, l'élu plus beau graphique du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 dimensions qui sont représentées sur ce graphique. Alors, l'idée, c'est d'expliquer. Là, c'est, à mon avis, un effort personnel qui est payant pour lui, parce qu'il ne l'oubliera pas, son graphique. C'est lui qui l'a fait, mais nous, quand on le regarde, on ne l'oublie pas non plus. Alors, c'est la campagne russe napoléonienne. Vous avez ici en beige les effectifs. La largeur du chemin, c'est les effectifs. Et vous avez le chemin pris pour aller jusqu'à Moscou, avec les villes dans lesquelles les troupes passent. Et en noir, c'est le retour, avec les effectifs qui diminuent en fonction de la température qui descend, et vous avez la carte qui est représentée. Là, Minard a lu des choses et il les a transformées à sa façon pour les retenir. Alors, on va parler un petit peu des liens très rapidement entre mémoire et apprentissage. Là où je veux en venir, c'est que si vous faites un apprentissage qui ne demande aucun effort, vous n'allez pas retenir. Tout ce qui va demander un effort va être retenu. Et en fait, on fonctionne tous de la même manière, à l'économie, donc on a tous les mêmes réflexes de faire quelque chose qui n'est pas trop coûteux, et ça ne marche pas. Et on ne fait pas ce qui est coûteux, donc c'est compliqué de mémoriser. Mais si on suit ce conseil, donc vous remarquerez que le stabilo, c'est des résultats expérimentaux que je vous donne, c'est pas une intuition. Le stabilo, l'efficacité est très faible, c'est-à-dire surligner. Faire un résumé, efficacité très faible, parce qu'en général, par exemple, les étudiants recopient des phrases, ils piochent des phrases, puis font un résumé. Relire, zéro. S'auto-expliquer des choses, ça c'est bien. Je conseille que je donne à mes étudiants, vous êtes capable d'expliquer ce que vous faites à votre petite sœur, qui a 6 ans, à 16 ans. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, ça va pas. Il faut fermer le cours. Si vous étudiez quelque chose, un cours, peu importe, il faut fermer, il faut tenter de s'expliquer les choses à soi-même. Si vous réussissez à faire ça, c'est mémoriser pendant très longtemps. Autre chose de très intéressant, il faut aussi alterner les apprentissages, passer du coq à l'âne, et surtout faire des pauses, permettre de rafraîchir votre mémoire et d'optimiser votre temps. Comme je vous l'ai dit, quand il faut rafraîchir de façon exponentielle, ça ne sert à rien d'apprendre tous les jours non plus. Et les tests aussi, malgré ce que pensent les étudiants, c'est quand même
très très profitable pour la mémoire. C'est très important, les tests, on peut aussi s'auto-tester et ça marque. Alors par exemple, comment apprendre à reconnaître des peintres de peinture? On pourrait grouper les apprentissages, monnaie, 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 ensuite manet, 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 manet. Ou alors on peut alterner, monnaie, manet, monnaie, manet. Résultat, vous avez le nombre de participants, ceux qui sont en rouge, c'est ceux pour lesquels l'apprentissage a été efficace en mode alterné. Donc pour la plupart, c'était très efficace. C'est ce qui marche. Par contre, l'impression des participants, c'est que groupé, là vous avez une barre qui est très haute, en groupé ça marche mieux. Pourquoi? C'est ce que je viens de vous dire en fait. Pour eux c'était plus facile, c'était plus fluide que de voir monnaie, 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 parce qu'ils tentaient de trouver des choses en commun entre les peintures de monnaie. Quand on passe du coq à l'âne, c'est plus compliqué sur le plan mental, mais par contre ça marche mieux. Donc il faut beaucoup se méfier de ses propres impressions. On va en venir aux faux souvenirs, parce que cette mémoire à long terme sujette aux faux souvenirs. On a une manière très facile de l'étudier. On demande à des parents de se rappeler 3 événements. D'accord? On va mettre un événement intrus. Donc cet événement intrus, c'est l'histoire d'un petit garçon qui se perd dans un centre commercial, ça n'a jamais arrivé. Alors, 70% des personnes vont reconnaître le vrai événement, les 3 vrais événements, mais par contre, on arrive à induire 25% de faux souvenirs, c'est-à-dire qu'un quart des gens vont se rappeler un événement qui n'a jamais existé. Vous allez me dire peut-être quand même qu'ils sont perdus dans un centre commercial et que c'est les parents qui ne s'en souviennent pas. Ok, alors, on vous donne une image, ici, on vous montre le Bugs Bunny, et on vous dit, on sait que les personnes sont à la Disneyland, on les a triés un petit peu au départ. Alors on demande, est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait la collade avec le Bugs Bunny, etc. Ben, pareil, il y en a pas mal qui répondent oui. Le Bugs Bunny, c'est un personnage de Warner Bros, donc vous ne pouvez pas l'avoir vu au Disneyland. Donc là, on est assez sûr de notre coup. Et il y a des paramètres qui vont influencer cette fausse mémoire. Quand on fait imaginer quelqu'un, on lui dit bon ok, vous vous en souvenez pas, mais essayez quand même d'imaginer. Là il y a un faux souvenir qui va être induit. Attention, il faut que l'événement soit plausible. Donc là je vous sors une photo de classe, on parle de quelque chose qui s'est passé en classe. C'est plausible, vous allez vous en souvenir. Si on tente de vous induire un faux souvenir d'endoscopie qui s'est mal passé, ça ne marche pas. Tout ce qui a rapport à l'intimité, ça ne marche pas. C'est important ce que je dis, parce que ça veut dire que si vous vous souvenez de quelque chose qui a un rapport avec l'intimité, par exemple d'un viol, il est très peu probable que ce soit un faux souvenir. C'est probablement un vrai souvenir. Quand on répète les séances aussi, ça augmente la production de faux souvenirs. Donc on dit, ok, vous en souvenez pas aujourd'hui, on réessaie demain. Vous en souvenez pas aujourd'hui, on réessaie encore. Quand on parle d'une photo, l'effet est extrêmement fort. Donc vous racontez que alors, je n'ai pas choisi la bonne photo, j'aurais choisi une photo de la petite enfance. Alors, est-ce que tu te rappelles que ce petit enfant-là avait versé sur ta tête un bol de je ne sais quoi, etc. Quel est l'effet du faux souvenir? Je l'ai écrit ici. Il est définitif, il est indélébile. Vous dites aux personnes, bon, ok, tout ça c'était bidon, hein, vous n'avez pas vécu ça. Oui, mais je m'en souviens. Bon, on vous dit que vous ne l'avez pas vécu, donc c'est bon, on peut l'effacer. Vous ne pouvez pas l'effacer. Et quand vous avez un vrai souvenir, un faux souvenir, le faux souvenir remplace le vrai souvenir. Pour augmenter aussi les faux souvenirs, on peut donner une fausse information. On va raconter à des enfants, par exemple, on leur montre une vidéo, il y a un personnage qui n'a pas de barbe dans la vidéo, qui fait des choses, et puis après on leur pose des questions, on va dire alors le monsieur avec la barbe, qui était derrière l'arbre, etc., est-ce que tu l'as vu faire ceci? Et le monsieur avec la barbe, Puis une semaine plus tard, on les interroge, et ben, ils se rappellent d'un monsieur avec une barbe. D'accord? Ça marche aussi très bien avec les adultes. Vous montrez une scène, une vidéo de 2 accidents qui entrent en contact comme ça, pas beaucoup de casse. Ils sont juste touchés à peine. Mais par contre, avec certains, on va utiliser le mot percuter. Et avec d'autres, on va utiliser le mot toucher. Les autres sont touchés, plus soft. Une semaine plus tard, 33% se souviennent de débris de verre quand on utilisait le mot percuter, 14% avec le mot toucher. Dans les 2 cas, il n'y avait pas de débris de verre. Alors, souvenir, il y a 2 choses différentes. Donc. Alors, ces
ces faux souvenirs, encore une fois, des petites listes de mots, mais les étudie très bien. Si je vous dis boulangerie, croissant, farine, etc., j'en donne 10, 15 comme ça. Et le lendemain, je vous fais revenir dans le laboratoire, puis je vous dis, est-ce que je vous ai présenté boulangerie? Vous allez me dire oui. Est-ce que je vous ai présenté croissant? Vous allez me dire oui. Et je vais vous donner pain. Est-ce que je vous ai montré pain? Vous allez me dire oui, mais pain n'était pas dans la liste. Encore une fois, on a un esprit tellement structuré, donc la boulangerie, ça fait référence au pain, vous avez cru qu'il n'y avait pas. Alors je peux vous faire devenir aussi une star en un jour, si vous voulez. Super. Je vais montrer à des participants des gens quand même pas trop connus, hein, mais assez connus. Alors un acteur. Alors il faut qu'ils disent il est connu ou pas. Il est connu. Un président assez ancien, oui, il est connu celui-ci. Un inconnu, vous, je mets votre nom dedans. Non, il n'est pas connu celui-là. Un chanteur connu, un inconnu, etc., etc. Puis je vais faire venir le lendemain. Je représente la même liste. Alors on recommence, hein, on mélange un petit peu. Oui, celui-là il est connu, celui-là il est connu. Celui-là il dit quelque chose, hein. Il doit être connu celui-ci. C'est devenu une star. Alors, point le plus délicat. Mémoire constructive. Peut-être qu'il y en a qui font la physique quantique qui vont comprendre de quoi je parle, parce que on dit toujours que quand on mesure quelque chose, ben, finalement on a modifié l'objet. Mais quand vous vous souvenez de quelque chose, vous modifiez le souvenir. On ne peut pas faire autrement. La mémoire n'est pas photographique, c'est pas quelque chose qu'on sort à un disque dur. La mémoire est modifiée en fonction de nos connaissances présentes. Par exemple, les enfants ont une connaissance très particulière de leur monde, ils ont une connaissance très lacunaire. On dit toujours à mes étudiants que vous faites un effort pour aller faire du camping, vous montez la tente et tout, puis vous faites des trucs extraordinaires qui ne font pas d'habitude. Puis après, vous demandez alors qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, tu te souviens? Oui, on a joué, on a mangé, on a joué avec le doudou. Bon, bah, c'était une journée comme d'habitude en ce moment. Pour un exercice d'évacuation, les plus petits vont vous dire des trucs extraordinaires, ils n'ont pas une bonne connaissance du temps. Ils vont vous dire, ben, on est sorti dans la cour, et puis il y a eu la sonnerie. Les plus grands, ils vont vous dire, il y a eu la sonnerie, après on est sorti dans la cour. Mais est-ce que leur souvenir est meilleur? Pas sûr. C'est simplement qu'ils ont une meilleure connaissance des choses. Ils savent que ça se passe toujours dans cet ordre-là. Pour vous mettre à la place de ces enfants, on va faire un petit exercice. Je vous demande de vous rappeler le trajet d'hier de votre travail à la maison, ou de l'université à la maison. Vous voyez le trajet. Vous ne saurez jamais si c'est le souvenir d'hier ou la simple connaissance de votre trajet. Vous ne pouvez pas faire la différence. Donc quand vous tentez de vous souvenir de quelque chose, quand vous le rappelez à la conscience, vous le mélangez avec vos connaissances présentes et vous le transformez. Alors tout ça pose des problèmes en matière de témoignage criminel. Vous voyez, quand un officier de police interroge quelqu'un et qui lui donne déjà les informations, eh bien, il peut déjà suffire un faux souvenir, provoquer un faux souvenir, ça pose un gros problème. Alors, on va parler des mémoires, de l'entraînement, on va faire un petit exercice, on sent très rigolo. La question c'est, est-ce que la mémoire se muscle? La réponse est non, pas du tout. Est-ce que la mémoire s'entraîne? La réponse est oui. C'est différent. Exemple, SF, c'est un sujet qui est capable de rappeler 80 chiffres d'affilée. Vous lui dites 1, 5, 8, 9, il en rappelle 80. Sa technique, c'est la connaissance des temps sportifs, on connaît plein par cœur. 1h42, 5 dixièmes, pour tel temps de course, à 400 mètres en temps de temps, il en connaît plein. Donc il les utilise pour encoder. Donc les premières semaines, il avait un emploi normal, hein, de 7, et puis à mesure des semaines, il progresse, il arrive à 80. Et si on lui redonne des lettres, il a toujours 7. Hein. Il n'a pas musclé sa mémoire. On va retrouver le chiffre 4, ça qui est très intéressant. SF groupe par 4 les chiffres, qui ont déjà son espace est de 4. Il en groupe des autres par 4. Et puis après, il forme des groupes comme ça. Et puis il forme des groupes hiérarchisés encore par 4. Et il en a encore 4 à la fin, 4 ou 5 dans sa mémoire. On retrouve le chiffre 4 partout. Donc il utilise toujours un espace de 4 pour réorganiser progressivement. Dans l'expertise, un grand maître retient 16 pièces sur un échiquier. 8 pièces pour les très bons joueurs. Les novices, 4 pièces. Si on demande à un enfant de placer des pièces sur un échiquier de façon aléatoire, les grands maîtres en retiennent que 4.
Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus utiliser leurs connaissances pour encoder. Ils sont complètement perdus. Donc c'est pas parce qu'ils connaissent énormément de choses sur les échecs qu'ils ont amélioré leur mémoire. Il y a quand même des mémoires extraordinaires qui sont photographiques. Vous allez voir Stephen Wiltshire, qui est capable de redessiner quasiment pixel par pixel la ville de New York après un tour en hélicoptère. On appelle la caméra humaine. Il y a aussi des synesthètes qui ont une mémoire très particulière, un petit peu photographique, mais eux, ils ont les sens un petit peu pour eux. C'est-à-dire que quand ils voient quelque chose, ils entendent quelque chose. On les prenait pour des fous avant, quand ils disaient qu'ils voyaient des couleurs, etc. Puis après, on leur a dit, mais vous le voyez, on leur a demandé, vous le voyez quelle couleur le mois de janvier? Ils disaient bleu. On leur demandait un an plus tard, vous voyez quelle couleur au mois de janvier? Ils disaient bleu. Quand on dit toujours la même chose, c'est qu'on est carré. Hein? Et on s'est rendu compte très récemment que non seulement ils sont carrés, c'est-à-dire qu'ils ont une logique qui est toujours la même, mais en plus, ils ont tous la même logique pour certaines choses. C'est plus difficile pour les calendriers. Hein. Mais regardez là, vous avez 11 synesthètes. Ils sont organisés en colonnes. On leur a demandé de montrer la couleur de toutes les lettres. La couleur qu'ils ont dans leur esprit, quand on leur dit A, eh bien, ils voient tous le A en rouge. Ils voient tous le C en jaune. Ils voient quasiment tous le D en vert. Et ça correspond exactement au jeu du commerce, Fisher-Price ou autre, où le A est quasiment toujours en rouge. Donc finalement, c'est une forme de connaissance ou de choses apprises. Ce sont des associations qui ont été apprises. Alors, je vais vous présenter maintenant Ben Brigmore, qui mémorise 52 cartes en 25 secondes. Regardez bien sa tête. Vous voyez sa tête qui bouge? Là, il souffre. C'est facile, on va donner un paquet de cartes en désordre, on va tout réorganiser. Retrouver. Très facile, je vous assure. C'est la vitesse qui est difficile, mais c'est très facile. On va le voir tous ensemble tout à l'heure. Alors, Rajan aussi, un très grand champion. Alors spontanément, lui, il retient 13 lettres, 15 chiffres. Donc on se dit, ah oui, il a un talent, c'est inné, etc. Ben non, parce qu'encore une fois, on va prendre les temps de réponse, c'est comme ça qu'on détecte les choses, et on voit qu'il fait des pauses tous les 4 items, encore une fois, comme par hasard. Donc il organise finalement sa pensée, pas mal. Son record, 31 811 décimales de chiffre pi. Et c'est un piètre score, c'est mauvais comme tout. Regardez, Xiao, 67 890 décimales, apprise en quasiment un an, récité en 24 heures. C'est pas bon non plus, parce qu'il en avait appris 100 000. Pauvre, il s'est trompé. Il a 67 890. Alors, quel est son système? Lui, il a des choses précodées. 87, c'est un roi. 11, c'est des baguettes. 76, c'est un ballon de basket. Donc tout ça, il le connaît par cœur. Donc quand on lui dit 8, 7, 1, les chiffres sont toujours énoncés un chiffre par seconde dans les championnats. Et bien imagine un roi qui jette des baguettes sur un ballon de basket, ça raconte une histoire. C'est pas la meilleure méthode. Ce n'est pas la méthode utilisée par les champions du monde en général. Une méthode qui est plus utilisée, c'est la méthode des lieux. Et ça explique pourquoi Ben Brigmore bougeait la tête quand il regardait les cartes. Il était en train de se promener dans sa maison, tout simplement. D'accord? C'est une méthode qui fonctionne très bien et qui va vous permettre de retenir tout et n'importe quoi. Mais encore une fois, ces champions du monde ont une mémoire normale. Si on les interroge sur un matériel qu'ils ne connaissent pas, par exemple comme Rajan, quand on l'interroge sur des symboles qu'il ne connaît pas, il en retient un nombre normal. C'est une méthode qui marche très bien puisque vous connaissez votre maison. Vous connaissez éventuellement la maison de votre cousin, votre grand-père, donc vous pouvez en utiliser plusieurs maisons. Comment ça va se passer? Vous entrez chez vous, posez les pieds sur le paillasson, vous allez mettre quelque chose dans la boîte à clés, vous allez poser votre blouson ici, vous allez traverser le couloir, vous allez aller dans les toilettes, etc. Après, vous pouvez utiliser
des mini-espaces pour poser des choses. Donc on peut poser par exemple le roi donc, sur le paillasson, après on va imaginer donc, des baguettes dans la boîte à clés, etc. Il suffit de reparcourir, et on visualise ça très bien. La seule difficulté, c'est qu'il faut le faire rapidement. Vous êtes prêts? On va le faire ensemble. Ok? Bon, bonne nouvelle, on n'a pas besoin de se souvenir du dernier, il est facile. Alors, vous parlez 1000 €, vous avez tous beau le rappeler. Et comme je vous l'ai dit, on va le faire ensemble. Alors, vous êtes prêts? Il va falloir utiliser votre imagination. Alors, vous voyez dans le coin, là, il y a une petite maison, toute en coquillage, magnifique, elle est toute blanche. Elle est toute petite, il y a une toute petite porte. Vous l'ouvrez, vous tombez ici. Vous me voyez moi avec une pomme sur la tête. C'est pas une pomme normale, attention, il ne faut pas l'imaginer comme ça, c'est pas une pomme verte, c'est une pomme vert camouflage. Vous la voyez? Là c'est grosse. Hein. Je la prends dans mes mains et je l'écrase et j'en fais sortir du chocolat. Et je me lâche les mains, c'est délicieux, c'est du chocolat au lait, vraiment fantastique. Et à ce moment-là, il y a un pingouin qui est assis là, au milieu de l'estrade, qui me dit non mais ça vous dérange que je termine mon cours? C'est pas un pingouin normal, hein, c'est un pingouin avec des dents pas belles, il est vraiment pas joli. Vous le voyez, hein, comme ça. Un cours sur la moutarde, et là sur les diapos, vous voyez des moutardes. À gauche, une moutarde jaune, d'accord, c'est marqué bonne moutarde en dessous. Et à droite, une moutarde pas jolie, c'est marqué mauvaise moutarde. Puis alors vous vous tournez vers un sac, vous ne voyez pas grand monde, il y a un cheval là, qui est assis d'une façon nonchalante, c'est pas joli à voir. Et puis il a des baskets Adidas à l'arrière et des baskets Nike à l'avant. Vous voyez? Et puis à l'arrière, là-bas, il y a un primate, difficile de s'en souvenir, on va dire qu'il mange une tomate, d'accord? Et à ce moment-là, ici, il y a quelqu'un qui défonce un mur, c'est un officier, vous voyez, avec sa chemise bleue, avec une moustache bleue, et il tend les mains comme ça. Il dit, j'ai la preuve. Et il montre au papier que c'est ta semence, ne tutoie pas, c'est ta semence. En regardant le pingouin, pas moi. Alors vous êtes prêts? Alors je vais vous montrer, puis vous allez me sortir tous les mots. Facile.